Bien, Monsieur le Président des Régions de France, Monsieur le Président délégué, Mesdames et Messieurs les Présidents des régions de métropole et des Outre-mer, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, nous nous retrouverons la semaine prochaine, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Marne, mes chers collègues parlementaires, mes chers collègues conseillers régionaux, car je n'oublie pas que dans une vie antérieure, je fus aussi conseiller régional d'Île-de-France, mesdames et messieurs, ce congrès des régions de France, nouveau nom de votre association, intervient, on l'a dit depuis ce matin, à un moment charnière. C'est le premier depuis la mise en place des nouvelles régions, et c'est le dernier avant les élections présidentielles et législatives de l'an prochain. C'est donc particulièrement un congrès important pour faire le point sur les nouveaux périmètres, la mise en place des nouvelles compétences des régions, mais ce congrès est aussi important pour préparer l'avenir de notre pays, car la contribution des régions de France sera majeure. Cette journée de réflexion le montre bien, en traitant de différents thèmes essentiels pour l'avenir de notre cohésion sociale et territoriale, et la plénière qui vient de se dérouler l'a montré. Quasiment chaque semaine, je sillonne notre pays et je sens auprès des élus locaux et de nos concitoyens un réel scepticisme, voire parfois une véritable désespérance vis-à-vis de l'efficacité de l'action publique. Des Hauts-de-France à l'Occitanie, nombreux sont nos concitoyens à m'avoir dit qu'ils ne se sentaient plus pris en compte par nous, des responsables politiques, et je me mets dedans, qu'ils se sentaient oubliés, négligés, quand ce n'était pas méprisé. Cette France que, dans un rapport au président de la République en avril 2015, j'ai qualifiée de France d'à côté, ne concerne pas que les territoires ruraux. Elle s'étend des marges périurbaines les plus fragiles des villes jusqu'aux espaces ruraux, bien sûr, en passant par les petites villes, les villes moyennes, mises à l'écart des grandes métropoles. Nulle idée chez moi, je le dis à Jean-Luc Moudenc, d'opposer métropole, mais il n'empêche que j'ai le souvenir, c'était dans le Pas-de-Calais, du côté des Daims, du cri d'un collègue maire qui me dit « Mais, Monsieur le Président, vous ne faites des lois que pour quelques régions et quelques métropoles puissantes. » Et ce cri, nous devons le prendre en charge comme un coup de poing dans l'estomac, parce qu'au fond, il est le cri du besoin de cohésion territoriale, donc de cohésion nationale. Et c'est pour nous, élus, une responsabilité majeure. Oui, cette France d'à côté, il faut la prendre en compte et lui apporter des réponses. Ces fractures territoriales, il nous faut les réduire. Chaque parcelle de notre territoire doit sentir qu'elle prend part au développement de notre pays. Sinon, nos concitoyens se tourneront vers les extrêmes ou refuseront de participer à la vie citoyenne. Cette responsabilité incombe d'abord aux élus nationaux, qui doivent mener à bien les réformes qui permettront de libérer les énergies dans notre pays. Mais elle incombe aussi aux élus territoriaux, et tout particulièrement, Monsieur le Président, mes chers collègues présidents de région, chers collègues présidents de département, aux régions, qui disposent désormais de leviers importants pour transformer la vie de nos concitoyens, notamment en termes d'emploi, de développement économique et de transport. L'emploi et la lutte contre le chômage demeurent le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Les chiffres du mois d'août parus en début de semaine nous le rappellent à nouveau cruellement. Y a-t-il vraiment une fatalité définitive à un tel niveau de chômage? Nous savons bien qu'une croissance plus forte et plus soutenue est la première condition pour lutter efficacement contre ce fléau qui mine notre société. Et cette croissance dépend naturellement avant tout des bons choix qu'un gouvernement doit faire pour stimuler l'investissement, créer de la confiance chez les entrepreneurs, réduire la pression fiscale pesant sur les entreprises,
offrir un cadre juridique adapté à la vie et au développement des entreprises. Ces bons choix, nous les annonçons depuis 35 ans. Il est donc désormais urgent de les mettre en œuvre. Mais croissance et emploi dépendent aussi des politiques territoriales. Or, notre politique de l'emploi a été trop longtemps uniquement pilotée par l'État. Et j'en sais quelque chose pour avoir été ministre délégué au travail. Par l'État avec les partenaires sociaux. Les régions n'ayant eu droit en fait qu'à un strapontin, y compris en matière de formation professionnelle. C'est ce qui explique notamment que notre politique de l'emploi soit trop centrée sur une logique de public et pas assez sur une logique de territoire ou de métier, et le président de la CGPME l'a rappelé il y a quelques minutes. Il ne peut y avoir de politique de formation professionnelle si elle n'a pas d'abord un ancrage territorial dans chaque bassin d'emploi. Conscient de ces lacunes, vous savez que le Sénat a cherché à infléchir dans un sens plus territorial cette action en faveur de l'emploi à l'occasion de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, en posant notamment la question de la tutelle sur Pôle emploi. Le Sénat aurait souhaité aller plus loin, en faire un vrai texte de décentralisation, car le mot a été prononcé hier par le Premier ministre, il a été rappelé ce matin. Nous n'avons pas fait un texte de décentralisation, notamment dans ce secteur de l'emploi. Car si la loi NOTRe contient des avancées qui facilitent les expérimentations, et Alain Rousset l'a évoqué tout à l'heure dans la vidéo, on n'a pas vraiment changé la donne. Au fond, on a eu peur. C'est Philippe Richert qui, ajoutant sa citation à de grands hommes, a dit « La décentralisation, ce matin, est un état d'esprit ». Fin de citation. Malgré cela, demeure un point positif. Il me semble que les différents acteurs ont pris conscience que les régions sont désormais un acteur majeur dans le champ emploi-formation. Et c'est cette prise de conscience qui conduit à rechercher ensemble, État, région, entreprises et partenaires sociaux, un vrai partenariat au service de l'emploi. Et c'est sans doute ce qui a guidé le président de la République dans son choix de signer avec les régions une plateforme commune. Vous avez également un rôle clé à jouer pour relancer l'apprentissage. Vos initiatives en lien avec l'État seront déterminantes. Au plus près du terrain, vous connaissez mieux les formations à développer, les CFA qu'il faut plus particulièrement soutenir. Mais il faudra demain aller plus loin là aussi et conduire enfin la vraie réforme structurelle, je vous le dis, dont l'apprentissage a besoin. Et ce n'est pas en introduisant les apprentis dans les seuils des effectifs des entreprises qu'on réussira à donner un nouveau coup d'oxygène à l'apprentissage. Oui, soyons clairs, nous ne voulons plus de ces énièmes plans, et j'en ai contribué, qui d'avancer en reculade a conduit notre filière d'apprentissage, au fond, à ne pas vraiment avancer. Il y a eu des propositions au Sénat, celle, je pense notamment de Michel Forissier, portant sur le rapprochement entre lycée professionnel et CFA. Tout ça, il va falloir qu'on mette fin à nos tabous, à nos a priori. La seule chose qui compte, c'est d'être le pays qui cesse d'avoir un taux de chômage des jeunes 2,5 fois supérieur au taux de chômage moyen national. C'est une vraie souffrance pour notre pays. C'est un facteur de décohésion sociale. Et c'est, me semble-t-il, la première priorité. Pour lutter efficacement contre le chômage, renforcer l'efficacité de nos formations, il nous faudra donc faire tomber ces tabous, et notamment celui qui entoure les liens entre les entreprises et notre système de formation. Sans toujours aller chercher chez les autres, regardons ce qui se passe pas très loin du frontière du Grand Est. On fait un saut du côté de Mulhouse, et puis on dépasse Mulhouse et on va voir jusqu'à Vienne. Et quand on voit que les taux de moyen de chômage des jeunes est égal au taux de moyen de chômage national, on peut se poser la question. Et cette question, elle mérite qu'il y soit répondu. Favoriser l'emploi, c'est aussi bien sûr vous saisir dans de bonnes conditions de la nouvelle compétence confiée aux régions en matière de développement économique. Et le sujet, depuis 9h15 ce matin, est bien sur le devant de votre congrès. Au fond, quand on analyse, l'État sait traditionnellement mieux traiter les difficultés et voler au secours des grands groupes. Mais ce qui nous fait souvent défaut, c'est un soutien efficace, coordonné, continu aux petites et moyennes entreprises,
ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire. D'ailleurs, quand on examine des PSE, quand on a des graves crises, on oublie toute la chaîne sous-traitante, tous les sémages qu'il y a autour. Jamais ça n'est intégré dans un plan global. Les régions ont désormais pleine compétence en la matière. Elles ont également la charge d'élaborer les schémas régionaux de développement économique, d'innovation, d'internationalisation. L'exercice de cette compétence dans un cadre régional doit permettre de faire émerger de nouvelles dynamiques. Mais nous savons aussi, pour avoir son plein effet territorial, cette nouvelle compétence suppose une bonne articulation avec les départements, et je pense que c'est un point aussi important, qui ont en charge l'action sociale, la solidarité territoriale et l'insertion. N'oublions pas que emploi, chômage, formation des jeunes et insertion sont des réalités importantes. Je pense aussi à la ruralité, ainsi qu'avec les intercommunalités. Le président Leménian l'a évoqué ce matin, et les métropoles. Certains départements souhaitent en plus continuer à intervenir de manière forte en matière de développement économique. J'en sais quelque chose dans le département des Yvelines, Madame Pécresse. Pour exercer pleinement cette compétence, il faut donc donner aux régions les moyens budgétaires de l'assumer. Je ne commenterai pas à chaud les propos du Premier ministre, que je peux simplement assurer les présidents de région, je le dis devant le président Richert, c'est que le Sénat sera extrêmement attentif et pragmatique, fidèle à ses traditions, y compris dans sa majorité en attitude d'opposition constructive, à ce qu'on fasse comme dans le Berry, quoi qu'on peut avec quoi qu'on a, c'est-à-dire qu'on prenne les annonces, qu'on mette le pied dans la porte et qu'ensuite on assure, j'allais dire, les moyens financiers. L'autre enjeu majeur pour les régions, c'est bien sûr de contribuer à réduire la fracture territoriale. Je l'évoquais au début de mon propos. Vous avez désormais de nombreuses cartes en main. Non seulement la responsabilité juridique des schémas, vous êtes désormais gestionnaire de nombreux fonds européens. Mais surtout, par sa taille critique, la région est l'échelon pertinent des politiques d'aménagement du territoire. Et là aussi, il ne faudra pas construire de cloisons, car l'aménagement rural est une responsabilité partagée avec les départements dans lequel il faudra se retrouver. Cette dimension d'aménagement du territoire, j'en suis convaincu, est fondamentale pour notre pays, pour le sentiment d'inclusion de nos concitoyens dans la République. Et c'est vrai en métropole et dans les Outre-mer. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans quelques temps sur les Outre-mer, mais c'est aussi, je le dis à nos collègues d'Outre-mer, une vraie préoccupation pour moi. Ce n'est pas simplement un dessein, j'allais dire un jour de congrès, c'est bien plus que cela, parce que je rappelle toujours que les Outre-mer sont une chance extraordinaire de diversité pour la cohésion de notre pays, mais aussi de deuxième domaine maritime. Et que si on n'a pas ça dans la tête, alors il n'y a pas d'avenir pour une grande République française. Alors, mes chers collègues, certains, je le disais, se sentent négligés, voire abandonnés. Et croyez-moi, quoi qu'en ait dit le Premier ministre, quand vous allez en Charente-Maritime, Monsieur Bussereau, dans l'arrondissement de Jonzac, il y a parfois à plus de 300 mètres de mairie, non pas le haut débit, il n'y a pas encore un téléphone mobile qui fonctionne bien. C'est ça la réalité territoriale. Et quand on était dans les Deux-Sèvres, il y a des cantons entiers qui regardent le départ du dernier médecin. Je crois vraiment qu'avec les régions, fort de ces nouvelles compétences, il faut préparer nos territoires à l'avenir. C'est aussi ça la vraie vie. C'est aussi ça la vraie vie et celle sur lesquelles nos concitoyens attendent des réponses et de la proximité. Pour mener à bien ces chantiers, les régions auront besoin d'une relation de confiance avec l'État. Cette relation de confiance, elle passe par des actes positifs de la part de l'État. Je vais prendre deux exemples concrets. Il y a quelques jours, le président de la région des Pays de la Loire, qu'il m'arrive de croiser, s'est inquiété des conditions de mise en œuvre de la Convention pour la gestion des crédits du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche, embourbé dans un maquis administratif sans le versement d'un seul euro depuis près de 2 ans. Il en est de même dans la région des Hauts-de-France. Autre exemple, la révision des contrats de plan amorcés par plusieurs régions ces derniers mois. Les enjeux sont très lourds, que ce soit en termes de mobilité, d'emploi, de formation, de recherche, d'innovation, de ruralité.
Il est essentiel que l'État prenne en compte les demandes des nouveaux exécutifs régionaux qui doivent vraiment pouvoir peser sur le contenu de ces contrats de plan. Il y a eu des résultats positifs qui ont abouti, notamment en enveloppe complémentaire en PACA et en Nouvelle-Aquitaine. Mais je veux vous assurer que la Commission des finances du Sénat, qui avait commandé à la Cour des comptes une étude qui s'est révélée plutôt critique sur le mode de fonctionnement des précédentes générations de contrats de plan, se montrera très vigilante sur ce sujet. Mais bien sûr, la relation de confiance avec l'État ne peut se concevoir que sur des bases financières claires, des ressources pérennes, sans pour autant créer sans doute de nouvelles taxes. Mais je mets en garde l'État, et je l'ai dit au Premier ministre hier soir, contre la tentation de jouer une collectivité contre une autre. C'est aussi un point important pour la cohésion de notre pays. Le temps n'est plus au jeu de bonneteau entre collectivités, le temps est aussi à la réforme de l'État. Nous allons entrer dans l'examen du projet de loi de finances pour 2017. Ce que je constate dans tous les cas, c'est que les collectivités territoriales et la sécurité sociale auront apporté leur part aux économies budgétaires. J'aimerais bien que tout le monde en fasse autant. C'est, me semble-t-il, un élément d'exemple sur lequel il faut méditer là aussi. La relation de confiance que l'État doit nouer avec les régions, je ne la réserve pas à l'exécutif. Elle vaut aussi pour le Parlement, et particulièrement pour le Sénat. Je souhaite que nous développions dans les mois et années qui viennent une relation encore plus suivie et concrète. Vous êtes des acteurs de la politique économique et de l'aménagement du territoire, mais vous aurez besoin du Parlement pour lever certaines normes qui contraignent inutilement votre action. Nous voulons agir en la matière et nous aurons besoin de votre expérience de terrain, de vos analyses. Je prends devant vous l'engagement d'un Sénat à votre écoute, prêt à vous accompagner pour favoriser le développement de nos territoires. Notre commission des lois a mis en place une mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme territoriale. Deux de nos collègues de sensibilités différentes, Mathieu Darnaud, sénateur de l'Ardèche, René Van Dierendonck, sénateur du Nord, font actuellement le tour des régions. Et ils font un bilan précis. Parce que, après le Big Bang territorial que nous avons connu ces dernières années, je crois que nos collectivités ont besoin de stabilité, de visibilité, qui ont besoin, j'allais dire, qu'on leur donne le temps de respirer à nouveau, de se gonfler d'oxygène pour gagner l'avenir et franchir tous les obstacles. Alors je le dis clairement, je ne serai pas de ceux qui prônent qu'à chaque alternance, on foute par terre ce qui a été construit depuis des années, mais nous ne nous interdisons pas d'améliorer, de parfaire l'imparfait. Et je cite à nouveau Philippe Richert dans son texte, « Parfaire l'imparfait », ce sera la mission notamment du Sénat à l'issue de la mission d'évaluation de sa commission des lois. Deuxième sujet qui me tient à cœur, l'allègement des contraintes normatives. Et ça a été une annonce d'à peu près tous les gouvernements, en tous les cas les deux auxquels j'ai appartenu, ont annoncé un moratoire sur les normes. Le mot varié. Et pour reprendre la formule d'Alain Lambert, le moratoire a bien fonctionné, puisque au 22 juillet dernier, nous avions déjà 262 textes normatifs nouveaux concernant les collectivités examinés par la commission d'évaluation des normes. Ce qui démontre que c'est un moratoire vivant, en tous les cas ressuscité. Voilà pourquoi j'ai demandé d'ailleurs à Jean-Marie Bockel et Rémy Pointreau, avec deux collègues, François Calvet des Pyrénées-Orientales et Marc Daunis des Alpes-Maritimes, d'entrer dans le concret. Nous avons consulté les élus. 10 000 réponses, c'est un nouveau mode interactif de consultation que nous allons poursuivre avec les 550 000 élus locaux de ce pays, et pas simplement sur les textes territoriaux, car ils sont les représentants des citoyens, eux aussi, et nous avons transmis 45 propositions de simplification réglementaire au gouvernement, qui devrait d'ici décembre nous dire les actions concrètes qu'il engage, et
le 28 octobre, nous examinerons le premier thème, simplification du droit de l'urbanisme et du droit des sols. Et le président de la République s'est engagé devant le Congrès des maires à ce que le gouvernement soutienne cette démarche. Et comme je suis Thomas première manière, je regarderai une fois le soutien du gouvernement apporté et je m'en réjouirai à ce moment-là. Nous pouvons donc, d'ici février, avoir simplifié un premier chantier. Oui, il nous faut redonner de l'espérance à nos concitoyens. Il nous faut redonner, le Premier ministre le disait, et je partage avec lui la fierté d'être Français, la fierté d'appartenir à un collectif national et de porter les valeurs de la République. Une République dans laquelle chaque territoire compte, dans laquelle personne n'est laissé à côté. C'est ma vision de la France, c'est ma vision de la République, c'est celle pour laquelle je m'engage au Sénat avec tous mes collègues sénateurs, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Merci.